Bonjour tout le monde, mon nom est Kevin Drouin-Léger et vous écoutez les podcasts agricoles du Québec. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses anticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fans, pis les menteurs. On se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dionne est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai pas un employé, mais un invité que j'ai pas coutume d'avoir dans mes podcasts habituellement. Puis là, je vais vraiment sortir de ma zone de confort parce que souvent, j'invite du monde que je connais. Souvent, on est tout le temps dans les productions que je connais. Mais là, la personne, je la connais pas, ça, c'est pas si pire. Mais là, tout ce qui fait la production dans l'agricole, là, c'est 0 plus une barre, je connais rien. Pantoute dans ce qu'il fait. Fait que je reçois aujourd'hui Kevin Drouin-Léger de la Centrale Agricole. C'est situé à Montréal. Salut Kevin! Salut Christian. Ça va bien? Ça va très bien, et toi? Ben oui. Écoute Kevin, je t'ai découvert dans la série À travers champs au Canal Savoir ou bien à savoir.media qui est animé par Marie-Claude Lortie. Puis là, vous faites un peu de l'agriculture sur les toits. Vous êtes une coopérative. Puis là, avant, tu vas nous parler un peu de toi, ton parcours professionnel, puis comment que tu es arrivé aujourd'hui dans le monde agricole en milieu urbain. Oui, moi j'ai étudié en géographie à McGill avec un grand focus là, sur l'agriculture, tout le parcours là, c'était vraiment de la géographie agroalimentaire à McGill. Ensuite, après une expérience que j'ai eue, un stage de 4 mois que j'ai eu à Barbade sur vraiment les systèmes alimentaires et la résilience alimentaire sur une île dans les Caraïbes, je me suis dit que parler de la théorie, c'est pas vraiment qu'est-ce qui m'allume. Fait que j'ai été me spécialiser. J'ai fait un diplôme de 2 ans en France pour me spécialiser dans la viticulture puis l'œnologie. Fait que Attends, je suis parti là-bas. Ouais. La viniculture, c'est le vin? Ouais, donc tout ce qui est la viticulture, c'est tout ce qui est le travail de la vigne au champ, puis l'œnologie, c'est la science du vin finalement. Donc moi, je suis de formation, j'ai été me spécialiser, je suis technicien viticole, œnologue, qui veut dire que je fais toutes les étapes de la vigne au champ jusqu'à la transformation en bouteille et la commercialisation. Puis après, je me suis dit qu'est-ce qu'on fait avec ça au Québec? Des vignobles, il y en a pas tant que ça. Mais tu vois, j'ai lancé une perche c'était en 2016. J'ai lancé une perche, j'ai contacté le Conseil des vignerons du Québec. Puis je leur ai dit, mais est-ce que ma formation, est-ce qu'elle me donne accès au marché du travail dans le secteur des vins du Québec? J'ai reçu trois propositions d'emploi juste en envoyant une question. J'ai pas envoyé mon CV, j'ai rien envoyé. J'ai juste demandé une question. C'est là que j'ai commencé mon parcours vraiment en agriculture là, au Québec. Donc, j'ai travaillé à Rivière-du-Chêne pendant une saison avant d'être repêché au vignoble de Mario Pelchat à Saint-Joseph-du-Lac. Donc, j'ai été directeur des opérations au vignoble à Mario Pelchat pendant 2 ans de temps. Où est-ce que j'ai vraiment... la vigne était déjà plantée depuis 2011, mais tout le volet, il n'y avait pas encore fait de vin. Fait que c'était tout l'aménagement de la cuverie, tout le volet là de le projet de vinification. C'est tout moi avec Mario qu'on a mis ça en place. Là, puis c'était un vraiment, vraiment beau projet. Par la suite... Mais si Mario n'avait pas vendu de vin, c'est pas parce qu'il buvait à mesure, là.
Non, non. Il avait juste pas fait de vin encore. On n'était pas rendu là. Puis ensuite, moi, j'ai une conscience environnementale incroyablement grande. C'était pas parce que c'était mauvais qu'est-ce qui se faisait là-bas, mais je sais pas, est-ce que c'est ma génération? L'agriculture urbaine permet d'avoir un impact environnemental et sur le développement durable instantané. C'est vraiment de la gratification instantanée. Là, je suis vraiment quelqu'un de mon temps. On implante un jardin sur toi et on est capable de quantifier immédiatement l'effet que ça peut avoir sur les îlots de chaleur. On voit là avec l'installation des 15 entreprises que la centrale représente que on est capable de réduire la consommation énergétique en utilisant les flux de matière, les flux de chaleur d'un membre et l'autre. On est capable de vraiment participer au développement durable des villes, à la résilience alimentaire des villes. On a plus de 40 initiatives en économie circulaire ici. Je donne un petit exemple. Là, je pars dans toutes les sens. Là. As-tu sauté des étapes? C'est juste... Je me suis lancé là, dans l'agriculture urbaine, plus spécifiquement pour l'impact très direct là, que je peux avoir à court terme. OK. Fait que c'est ça qui t'a amené vers ça. Donc, est-ce que c'est toi qui as créé la centrale agricole ou c'était déjà créé, tu t'es annexé avec eux autres ou... Non, pas du tout. Donc, la centrale agricole est une initiative de 5 membres fondateurs. Le laboratoire sur l'agriculture urbaine, Tricycle, insectes comestibles, champignons maison, torréfaction Québec et opercule. L'initiative est née d'une étude que le laboratoire sur l'agriculture urbaine avait menée en 2017, si je me trompe pas, qui souhaitait évaluer c'était quoi les freins à l'installation ou au développement d'initiatives en agriculture urbaine commerciale. Et puis, un des critères numéro 1, c'était pas les soucis financiers ou nécessairement, c'était l'accès à des espaces de production. Donc, c'est vraiment c'est vraiment né de cette étude-là. Le laboratoire a été capable de regrouper des producteurs et ensuite les 4 producteurs plus le laboratoire ont créé qui s'appelle maintenant la centrale agricole. On a commencé là avec un 8500 pieds carrés d'espace de production intérieur au 3e étage avec un autre 8500 pieds carrés de production au sous-sol. Donc, on a commencé là avec 17 000 pieds carrés. On a été capable de trouver un local de production où est-ce que le propriétaire était ouvert à développer ce projet pilote-là. Puis, parce que quand on parle d'accessibilité, puis là peut-être je m'avance encore un petit peu, mais qu'est-ce qui rend le plus grand frein, c'est de convaincre un propriétaire que culture verticale hydroponique n'est pas synonyme avec inondation dans son bâtiment, que culture de champignons n'est pas synonyme avec augmentation des risques dus à la moisissure, élevage d'insectes avec infestation, jardin sur toit avec écroulement de la toiture, et etc. Fait que c'était de trouver un propriétaire qui était ouvert et à nous de prouver finalement qu'on était capable de minimiser les risques, de prouver que qu'est-ce qu'on fait ici, là, ça pose pas plus de risques que d'autres projets là, dans l'industrie. Parce que si tu fais de la culture hydroponique, je veux dire, le taux d'humidité dans l'air est quand même plus élevé. Est-ce que le bâtiment était conçu pour ça? Vous avez dû faire des rénovations pour une meilleure ventilation, peu importe, pour pas que ça puisse occasionner des problèmes à moyen long terme? Donc, on est chanceux ici. On est situé en plein cœur du district central dans un ancien bâtiment industriel qui était on est dans le quartier de la mode, dans le quartier du textile à Montréal. On a la chance d'avoir des murs en béton.
Donc, il n'y a pas nécessairement de pourriture qui va s'installer là-dessus. Mais oui, définitivement, on a fait des rénovations là, pour adapter le bâtiment à la production là, qu'on voulait y apporter. C'est sûr que ça augmente l'humidité, mais il y a des façons de pallier là, à l'humidité qu'on va créer avec des modules hydroponiques. Dans le fond, est-ce que c'est comme une espèce de récupération de bâtiment? Ah ben oui, carrément. Là. Les suites qu'on a récupérées étaient vacantes pendant un bon petit moment. Là. Il y avait des conduits d'aération qui avaient des pigeons morts à l'intérieur. L'unité 305 avait une production clandestine de Marie-Joanna il y a 3 ans. Là. C'était dans tout qu'un état là, quand on a récupéré le bâtiment. Nous, on a investi pour vraiment le retaper puis d'y donner une nouvelle vie. C'est pas le bâtiment au complet. Là. Le bâtiment est occupé par d'autres personnes, mais c'était les unités que nous, on a récupérées. Là, c'était quelque chose. Juste pour nous situer un peu, parce que là, tu parlais de quartier de la mode. Moi, là, Montréal, là, je sais où est-ce qu'il Centre Bell, là, le stade olympique. Mais tu sais, je connais pas tant Montréal que ça. Tu sais, je vois à peu près jamais. Mais ça se trouve être, mettons, là, pour nous donner un indice, où est-ce que ça peut se retrouver avec les rues ou quoi que ce soit, là, dans quel secteur de Montréal, là? Oui, donc c'est situé au marché central, puis plus facilement, là, on est direct à la jonction de l'autoroute 40 et de l'autoroute 15. Donc, on est vraiment, puis en plus, je parle de l'ancien district de la mode. Aujourd'hui, c'est vraiment le centre par excellence des grossistes alimentaires. Notre voisin juste en face, c'est Canada Wide. Juste à côté, c'est Samy Fruits. On est à quelques centaines de mètres de Courchesne-la-Rose. Tu sais, il y a Thomas Fruits. On est vraiment entouré de tous ces gros joueurs, tous ces gros grossistes alimentaires, là. Mais donc, jonction 40 et la 15, c'est où est-ce qu'on va retrouver la centrale agricole. L'échangeur Turco, c'est ça? Pas tout à fait. Ou l'autre, la 15 est un peu qui monte vers le nord? OK. Ouais, exactement, plus au nord de l'île. Ouais. C'est beau. Parce que, comme je te dis, je connais pas vraiment Montréal, fait que c'est pour essayer de nous situer là-dedans. Dans l'arrondissement d'Antique Cartierville. OK, bon, parfait. Bon, là, la centrale agricole, elle a un bâtiment qui alloue le bâtiment. Là, vous avez, il y a eu 5 fermes qui ont formé la coopérative, qui étaient toutes dans le même bâtiment, qui avaient tous des locaux propres à eux. Là, présentement, je pense que vous avez 15 fermes. C'est encore tout dans le même bâtiment? Exactement. On est rendu à 15 membres, juste à faire la différence entre 15 fermes. On souhaite créer avec nos membres vraiment l'écosystème au complet du modèle agricole. Donc, on a des producteurs, mais on a également des distributeurs. Un de nos membres, c'est entre autres le marché antique Cartierville qui tient des kiosques, des marchés publics dans l'arrondissement, qui tient des marchés solidaires et qui a des marchés mobiles. Un autre de nos membres, c'est également la CAPE ou le réseau des fermiers de famille. Donc, on essaie de créer des maillons et d'aller chercher l'expertise à travers nos membres pour vraiment créer un réseau qui répond au complet à un modèle agricole. On a également des transformateurs. Au lieu que ce soit nos producteurs qui transforment certains de leurs invendus ou pour réduire le gaspillage alimentaire, on a un membre qui va faire un peu dans le même principe que les Jules Loup. Il va récupérer des fruits et légumes moches ou déclassés. Il va en faire des jus, des smoothies, des popsicles. Puis en été, puis en hiver, là, il a lancé des soupes, parce que des pops, c'est un peu moins populaire en hiver, fait qu'il lance une série de soupes. Et donc, on essaie vraiment de recréer un écosystème qu'il n'y a quasiment pas de perte, finalement, que tout est revalorisé, qu'on est capable de trouver des plus-values, puis que tout le monde trouve leur bonheur. OK, mais c'est quand même le fun. Puis là, j'avais une question sur le bout de la langue. Je l'ai échappé. Je ne suis pas un professionnel, on s'entend. Je suis un amateur. Bon, vous avez 15 membres dans votre coop. J'imagine que ça doit pas mal varier parce que j'avais vu il y avait les insectes qui mangeaient le styromousse.
ces insectes-là, vous faites quoi avec? Est-ce qu'ils font rien que manger du styromousse ou ben non, ils vont finir par être transformés en farine? Non, donc ces insectes-là mangent du styromousse. Leur déjection va être récupérée pour en faire un fertilisant, soit un fertilisant en granules, ou on travaille aussi avec un partenaire qui est en train de transformer ce fertilisant-là en fertilisant soluble pour inclure dans des modules hydroponiques. Et donc, on va voir, il y a beaucoup de synergie industrielle qui se passe à l'intérieur même de la centrale agricole. Ce fertilisant-là va être ensuite utilisé pour fertiliser nos modules hydroponiques. Et donc, encore une fois, là, il y a rien qui se perd. Puis ces insectes-là vont être ensuite transformés, soit séchés, ou présentement, ça va pas être destiné à la consommation humaine, ces insectes-là. C'est pas dans, je vous rassure, là, c'est pas dans nos intérêts de faire ça présentement, c'est pas dans nos plans. Mais on pourrait concevoir, les recherches initiales ont l'air à démontrer que il reste plus de molécules du polystyrène à l'intérieur des Ophoba, qui est l'insecte qui est utilisé. Et donc, on pourrait concevoir que c'est des insectes qui pourraient être utilisés à nourrir du bétail ou des poules ou autre chose. Là. OK, le valoriser autrement. Oui, exactement. Le valoriser autrement. Mais dans le fond, s'il n'y a plus de polystyrène dans l'insecte, j'imagine qu'il pourrait être séché puis remis à la terre comme engrais. Ça doit être fertilisé quand même. Complètement, mais on serait capable d'aller chercher une plus-value. Là, c'est sûr que le prix serait plus intéressant à la revente si on est capable d'aller nourrir quelque chose d'autre. Le compostage ou un fertilisant, c'est vraiment tout le temps la dernière chose qu'on veut faire avec nos résidus. Donc, on essaie tout le temps de le revaloriser, de le retransformer. Je donne un exemple. On a une cidrerie qui est placée ici, mais ces pulpes de jus de pomme vont être utilisées pour nourrir les insectes. Okay. Donc, il y a tout le temps, on essaie tout le temps de créer des maillons, des chaînes d'approvisionnement. On a un torréfacteur sur place également. Le marc de son café et les écorces du café vont être utilisés pour faire pousser des champignons. Donc, vont être incorporés dans un substrat. On va faire pousser des champignons avec ça. Ensuite, les blocs de champignons qui ont servi à faire pousser des champignons, on va soit les utiliser pour faire des mycomatériaux, on peut les utiliser pour fertiliser les champs. On a une semencière ici également, fait que fertiliser son champ. Il y a plusieurs façons de revaloriser sans nécessairement le jeter ou le composter. Là. Fait que dans le fond, la coop, elle vient surtout mettre en lien s'il y a quelqu'un qui voudrait être membre de la coop, ben là, bon, lui, il fait quoi? Ben là, tu pourras faire affaire avec lui, tu sais, comme pour avoir ton économie circulaire d'une certaine façon. Exactement. Donc, encore une fois, la coop a le souhait de créer un écosystème où est-ce que chaque membre va communiquer entre eux. Ça veut dire que chacune de ces 15 entreprises-là vont être liées d'une façon ou d'une autre. Que ça soit... Fait que, pour le membership, c'est définitivement quelque chose, des critères là, qui vont être évalués. S'il y a quelqu'un qui nous approche, c'est comment la personne doit démontrer comment qu'elle va se joindre dans cet écosystème-là. Si c'est quelqu'un qui apporte soit une nouvelle matière, une nouvelle production qu'on n'a pas déjà sur place, donc une diversité de la production. Si c'est quelqu'un qui est capable, on n'est pas nécessairement fermé à avoir d'autres producteurs de champignons. Donc, qu'est-ce que ce producteur de champignons-là peut apporter que notre producteur actuel ne nous apporte pas? Mais est-ce que c'est en collaborant avec l'autre champignonnière, est-ce qu'ils vont être capables d'accéder à des marchés qui sont pas accessible présentement pour cette champignon-là? Est-ce que nous, on ne souhaite pas, on souhaite vraiment miser et encourager la collaboration. On veut tout le temps donner l'opportunité aux gens de vous démontrer comment ils s'intégraient dans ce système-là et pas nécessairement juste tout de suite dire,
Un autre champignonnière va créer une compétition pour nos autres champignons. Ouais. Il peut avoir du vol de technologie, il peut avoir du vol de procédés, il peut avoir toutes sortes de choses. Non, nous, on mise sur la collaboration, sur le partage d'expertise, sur vraiment le partage. Dans tes membres, parce que là, on s'entend que là, vous avez, quand il y a un membre qui est dans vos bâtiments, il va louer du pied carré. Dans le fond, c'est un peu ça. Donc, si quelqu'un voudrait se partir une production agricole dans votre coop, ça doit être plus facile parce que les fonds à investir doivent être beaucoup moins qu'en milieu agricole, tu sais, quand il faut que tu achètes une terre ou que tu achètes les bâtiments, quoi que ce soit. Tu sais, ça prend du capital là, pour partir en agriculture, tandis que là, j'imagine qu'avec un principe comme le tien, ça doit prendre un capital qui est beaucoup moins élevé. Je veux dire, c'est pas qu'il n'est pas sans risque non plus, là, mais c'est pour pouvoir se partir une production, parce qu'on s'entend que tu ne dois pas partir avec une champignonnière que tu vas produire 100 tonnes par année non plus, là. Non, en effet, là, ça peut avoir ce bénéfice-là. Donc, en effet, là, si on est en local, c'est plus au niveau de les liquidités que ça va être plus un problème que l'investissement. Puis encore une fois, je peux pas tout mettre ça dans le même panier. Fait on a des champignonnières, des micro-pousses, de l'élevage d'insectes, mais on a également une opération piscicole dans notre sous-sol. L'opération piscicole exige des aménagements incroyablement importants. Là. C'est des investissements très, très, très important qu'en effet, c'est peut-être pas comparable avec une production de micro-pousses ou une verdurette en module hydroponique. Par contre, c'est que toute la technologie qui coûte cher, c'est de l'énergie qui coûte cher et il y a quand même un loyer à payer que le prix au pied carré est quand même exponentiellement plus cher qu'en région. Donc, il y a des pour et des contre, mais définitivement, le capital d'investissement n'est pas traité de la même façon. Les sources de financement ne sont pas nécessairement les mêmes. Si on pense à l'agriculture traditionnelle, on pense tout de suite à la financière agricole du Québec, qui peut offrir des taux de financement très avantageux, mais c'est en prenant en garantie la terre agricole. Là, si on est en location ici, c'est pas possible d'obtenir ce genre de financement-là. Et donc, on n'a pas nécessairement accès aux mêmes sources de financement aussi avantageux pour nos membres. Donc, il faut passer à travers d'autres canaux là, de financement. Mais oui, définitivement, je suis pas sûr qu'on est capable de comparer les structures de financement comme étant équivalents là, entre une ferme traditionnelle et une ferme urbaine. Ouais, hein, c'est vrai que le côté financement, j'avais pas vu ça de même, là, mais c'est sûr que là, tu te lances des fois, mettons, avec la production d'insectes, là, tu arrives devant le banquier, ouais, je vais faire des insectes. OK, mais ça va y prendre de la viande autour de l'os, là, faut que le gars soit bon pour vendre sa salade, là, pour obtenir un financement, là. Parce que là, dans les champignons, je ne sais pas si c'est des champignons un peu spéciaux que vous faites, là, pas rien que des champignons blancs de Paris qu'on trouve dans les épiceries partout. Il faut que tu vendes ton produit avant de le produire. Exactement. Donc, ça, c'est encore une fois quand même assez facilité du fait qu'on descend les escaliers puis nos consommateurs sont à nos portes. Notre clientèle est très, très, très rapprochée. Je vais encore utiliser l'exemple de notre cidrerie qui ont fait le pari. Leur verger est situé à Mercier. Sont en location sur la terre de qu'est-ce qui était anciennement le ruban bleu. Puis eux, ils ont fait le pari de pas s'installer plus proche du verger, mais de venir s'installer en plein cœur de Montréal. Puis ça a été une recette incroyablement gagnante. Ils ont sorti 10 000 bouteilles l'an dernier, puis ils ont pas passé une seule minute à démarcher. Ils ont fait des publications, puis même la distribution. Leurs clients veulent voir la cidrerie, ils veulent voir comment ils travaillent. Fait que c'est eux qui se déplacent pour venir chercher leurs deux palettes de bouteilles. Fait que c'est formidable. T'as pas dépensé d'argent pour faire de la représentation de ton produit, de ta brand. C'est leur toute première année. Il n'y a personne qui connaît leur marque. Puis tout est vendu avant même que ça soit mis en bouteille. C'était tout vendu avant même que ça soit embouteillé. C'est un beau problème. C'est un beau problème. Fait qu'on a cette chance-là d'être beaucoup, je veux pas comparer, mais on est très connecté avec notre population, avec nos consommateurs, finalement. Parce que là, c'est beaucoup... Tout est écoulé pratiquement sur l'île de Montréal.
Oui. En ce moment, on a des producteurs qui sont un peu plus gros, que ça va sortir de l'île de Montréal. Mais pour nos producteurs plus artisanaux, en effet, tout est écoulé sur l'île de Montréal. Là. Puis, dans les membres de votre coop, est-ce que c'est pas même tout du monde qui sont issus de la ville ou il y a du monde, des fils ou des filles d'agriculteurs qui finalement qui font partie de votre coop? Ah, c'est difficile à dire. Je ne connais pas nécessairement le background de tout le monde, de chacun de nos producteurs. Je suis pas sûr que je suis capable de répondre comme il faut à cette question-là. Mais j'imagine qu'on a quand même on doit avoir une mosaïque de producteurs, là, de profils, de personnalités. On a vraiment, là, on a tellement d'expertise, on a tellement de monde qui vient d'un background différent. Tu sais, on a des mycologues, des entomologistes. Moi, je pense qu'il faut assumer là, qu'on a une mosaïque qui peut être assez représentative là, de plein de berceaux, mais pas nécessairement qui ont un background en agriculture. Là. OK. Non, mais je posais la question de même. Des fois, à défaut de prendre la relève, ou ben non, ses parents ont décidé de vendre la terre, puis il y avait tout le temps le goût de l'agriculture. C'est sûr que s'il y a le goût de l'agriculture, il y a peut-être plus le goût d'être dans le champ que d'être en ville, c'est sûr, là, mais c'est quand même intéressant comme concept. J'aime bien gros ça. On peut-tu visiter ça? Question de même. On fait pas de visite au public, mais on fait des visites et des rapprochements professionnels. Donc, en effet, on essaye, on a eu des cohortes là, d'agriculteurs qui viennent, encore une fois, je réitère là, que le réseau des fermiers de famille sont membres également de la centrale agricole et donc il y a des producteurs là, qui viennent voir qu'est-ce qui se fait ici, qui viennent voir qu'il y a un autre modèle qui est possible, que on rentre pas nécessairement en compétition avec des fermes traditionnelles, mais on peut être complémentaires, on peut jouer ensemble. Là. Je pense qu'il y a assez de terrain à Montréal quand on parle d'une importation de l'alimentation à la hauteur de 70% pour certaines denrées. Mais je pense qu'il y a des joueurs qui peuvent prendre la place. Là. Fait que, oui, on aime ça faire des visites autant avec d'autres agriculteurs, avec encore une fois, on est proche de notre clientèle. C'est facile d'organiser des cohortes de restaurateurs à ces dernières minutes qui vont venir ici goûter, faire de la dégustation des produits, des groupes environnementaux, des institutions scolaires, autant au primaire jusqu'à l'université. On fait vraiment des visites avec un ciblé plus. Est-ce qu'il existe d'autres coops semblables à la centrale agricole sur l'île de Montréal? Pas sur l'île de Montréal, non. Il y a à l'extérieur, on est vraiment la plus grande coop en agriculture urbaine, puis voire une des seules au Québec, vraiment spécifique en agriculture urbaine. Par contre, on a, je sais qu'il y a un projet dans la MRC d'Athabasca, là, qu'est-ce qu'il appelle un motel agricole, que je sais que ça se fait un peu des situations d'incubation, d'accélérateur pour les agriculteurs. Donc, tu es un agriculteur, tu es un aspirant agriculteur, tu souhaites louer de la terre pendant un nombre X d'années ou une section de serre avec les outils pour te faire la main avant de te lancer ton propre projet. Ça, je sais là, qu'il y a des projets là, un peu ailleurs au Québec. Mais sinon, la plus proche, à ma connaissance, qui existe, c'est vraiment The Plant à Chicago. Où est-ce qu'ils ont un modèle qui peut ressembler beaucoup aux nôtres, qui sont pas axés nécessairement, focusés uniquement sur l'agriculture urbaine, mais même les transformateurs, eux, c'est vraiment dans le même bâtiment, c'est de l'économie circulaire qui vont miser. Tu as des transformateurs, tu as des producteurs, mais tu as également toutes sortes d'autres acteurs qui sortent du domaine agroalimentaire pour revaloriser d'autres résidus là, qui pourraient. C'est vraiment plus l'économie circulaire au fondement de leur mission. OK. Ensuite de ça, dans tes membres, vous en avez 15, ils produisent pas toutes. On va parler un peu plus des productions. Ouais. C'est quoi les productions qui sortent de vos murs? Oui, donc je veux juste
avant, je vais mettre la scène, là. On est 15 producteurs en production, en activité. On a 4 producteurs qui suivent actuellement un parcours d'incubation. Fait qu'on on a une salle, on a un incubateur qui est porté par le laboratoire sur l'agriculture urbaine. Fait qu'on a 4 membres à l'intérieur de cet incubateur-là. Puis on a également 3 membres en cours d'installation. 3-4 membres en cours d'installation. Donc, on essaie de représenter la diversité de l'agriculture en long et en large. Donc, on a un éleveur, on a de l'élevage d'insectes, on a un torréfacteur de café qui serait plus pas moins dans la production agricole, mais plus dans la transformation agroalimentaire. On a une cidrerie, on a un vignoble également, on a des champignonnières, des micro-pousses, on a des verdurettes, des fines herbes qui va sortir de culture hydroponique. On a une opération piscicole qui va commencer à produire des poissons là, qui ont reçu leurs œufs la semaine dernière. Donc, on prévoit commercialiser les poissons pour la première fois là, dans 1 an. Donc, ça prend un petit moment avant que les poissons atteignent la bonne taille. Ensuite, on a de la fabrication de farine. On récupère de la drèche de microbrasserie pour en faire une farine destinée à la consommation humaine. On a une semencière. On a un producteur de plantes succulentes. Quoi d'autre? On a justement un transformateur qui va récupérer, qui va détourner des aliments, du gaspillage alimentaire ou des sites d'enfouissement pour les revaloriser. En ce moment, on a une productrice de fraises là, qui risque de s'installer avec nous très, très prochainement, là, qui risque de produire des fraises en intérieur à l'année longue. Sinon, on a la toiture qui est cultivée pendant les périodes, la saison estivale. On n'a pas de serre sur le toit encore. Et donc, on est quand même capable de produire une bonne variété là, sur la toiture, des laitues, des tomates, des poivrons. On a le plus grand vignoble sur toit au monde, situé sur la toiture de la centrale agricole également. C'est une toiture de 40 000 pieds carrés, mais n'importe quelle production qui s'adapte bien en pot, là, on la fait pousser. Concombre, zucchini, on est capable de faire bien des choses. Là. Ah, ben Caroline, des insectes, as-tu plusieurs sortes d'insectes? Donc, en ce moment, le grand focus, c'est le ténébrion. Jusqu'à récemment, on avait également une production de zoophobas et de grillons. La culture de grillons et de zoophobas ont été éliminées au profit de celle des ténébrions pour des questions de coût et de rendement. C'est bon? Moi, j'adore. Ah ouais? J'en ai jamais mangé. À vrai dire, les ténébrions, c'est les larves qu'on mange. Le ténébrion, c'est un coléoptère, donc un genre de scarabée. Mais c'est vraiment les larves qu'on consomme. Les larves séchées, ça goûte le riz soufflé avec un petit goût. C'est la texture du riz soufflé avec un petit goût noiseté. C'est sûr que ça passe souvent mieux auprès des consommateurs quand c'est transformé en poudre et rajouté dans des recettes. Et donc, on a de la production de boules d'énergie, de barres énergétiques. On a de la production de burgers, d'insectes que là, ça se goûte pas finalement. Tu goûtes les épices, tu goûtes le tout, mais tu goûtes pas les insectes. Tu n'as pas l'impression de manger des insectes. Puis à vrai dire, c'est excellent. Là. C'est super bon. Un coup, tu prends le seau. Je suis d'accord. Le premier bond est un peu compliqué là, à franchir ce cap-là, là, mais un coup que c'est fait, c'est pas pire qu'une crevette. Là. C'est pas pire que des fruits de mer là, que tu vois tous les yeux, tu vois les pattes. Là. C'est la même chose. C'est hyper bon pour la santé. Ça a un impact environnemental positif. Donc, les insectes, d'ailleurs, sont produits là, en économie circulaire parfaite. Là, c'est tout des résidus alimentaires, des résidus de brasserie, des résidus de boulangerie, des résidus de fruits et légumes qui est donné. Là. Il y a aucun aliment qui n'est pas un résidu là, qui est donné ou pratiquement pas, qui est donné pour l'alimentation des insectes.
Puis des excréments des insectes qui servent à fertiliser tout le restant de la chaîne qui est dans la bâtisse. Exactement. Donc, on utilise, entre autres, le frass. Là, on appelle ça du frass pour fertiliser le jardin sur le toit. On est en train de développer avec un de nos membres incubés, Circulus agtech, on est en train sont en train de développer des fertilisants destinés aux modules hydroponiques, là, solubles, avec le frass. Donc, tu sais, il y a plein d'opportunités, là, puis on est vraiment sur un terrain qui n'a pas encore été défriché. Les opportunités vont si loin que notre imagination, là. Faut juste être créatif et penser à ces choses-là, puis parce que là, je regarde ça vite de même, là. On dirait que la production d'insectes n'a pas le choix d'être là pour faire votre économie circulaire, tu sais, manger les résidus puis fertiliser. T'sais, ou sinon, ce serait quoi une production de lapin? Je veux dire, qu'est-ce qui pourrait remplacer ça? Là? Je suis pas sûr que le zonage permettrait un élevage de lapins. C'est tout le temps à voir. Là. On est en train de défricher plein de choses, donc pourquoi pas une ferme de lapins un jour. Mais oui, définitivement que l'élevage d'insectes rentre très bien dans les maillons. Puis en plus, mais c'est pas juste pour rentrer dans l'économie circulaire, mais également pour la valeur de la protéine insecte. C'est quelque chose, encore une fois, il y a un cap à franchir, mais la protéine insecte est incroyablement bonne pour la santé. Elle fait partie des outils qui s'offrent à nous pour le développement durable, pour augmenter l'offre alimentaire, pour réduire la consommation de viande, tu sais, vraiment plus dans un développement écologique. On ne va pas pouvoir passer à côté de la consommation d'insectes. Je ne dis pas que ça va être demain matin, éventuellement. Parce que souvent, moi, une personne que je vois manger des insectes à la télévision, c'est Bear Grylls. C'est une espèce de survivaliste. À un moment donné, il trouve des bébites, puis là, il est avec un invité, puis là, faut que tu manges ça. Bon, tu sais, t'arrives avec un gros hanneton blanc. Ça n'a pas de l'air trop appétissant. Mais lui, ça ne l'écœure pas. Il est comme bien habitué avec ça. Mais encore une fois, pour commencer à franchir ce cap-là, la farine ou la poudre d'insectes, c'est la première étape. Tu rajoutes là, un 15% là, de poudre d'insectes dans tes crêpes le matin, tu goûtes rien. Ça change pas le goût. C'est rien que l'augmenter en toi, tu t'en aperçois pas. C'est riche en protéines, c'est bon pour la santé. En plus que ça a une empreinte environnementale incroyablement faible. C'est qui vos clients pour ceux qui achètent la poudre d'insectes ou les insectes? Est-ce que c'est gros des Québécois ou c'est plus du monde qui viennent d'ailleurs? Au niveau de la commercialisation. On n'a pas été élevé à manger des insectes. Probablement que du monde d'ailleurs, qu'eux autres, c'est peut-être plus dans le coutume. Mais tu sais, pas nous autres, là, je veux dire. Ben, il y a. Le marché est en train de s'établir. Il y a de plus en plus de monde qui se penche vers la consommation d'insectes. Tu sais, on a de plus en plus t'as des initiatives de gens qui vont faire des produits transformés. Donc, faire du pain avec de la poudre de grillon, Donc, la clientèle, c'est sûr que ça va être des gens soucieux du développement, de la préservation de l'environnement, de l'urgence climatique. Ça va être dans une base ça va être des gens qui souhaitent réduire leur consommation de viande également. Je suis pas sûr, c'est vraiment pas ce que je fais. Je suis responsable des opérations à la centrale agricole. Désolé de pas être en mesure de répondre, d'élucider mieux le marché cible des insectes, mais c'est vrai que le marché est en croissance. Il suffit là, de continuer à persévérer et de démontrer que c'est pas si mauvais que ça. Là. Mais ouais, c'est définitivement là, plus des gens là, qui souhaitent réduire leur consommation de viande, des gens soucieux de l'environnement, des gens qui veulent encourager des productions locales. C'est tout ça qui rentre là, un peu dans tout ce qui s'est développé, surtout pendant la pandémie. Là. Ensuite de ça, la torréfaction de café. Fait que
Lui, dans le fond, il importe du café parce qu'on sait qu'on n'en produit pas ici. Ouais, exact. Fait que là, c'est pas green, ça, là, importer du café, là. C'est pas cet aspect-là qui est green nécessairement. Mais oui, en effet, il importe son café, mais il est quand même dans l'économie circulaire parce que c'est pas un torréfacteur dans le sens traditionnel du terme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je m'explique. C'est lui, il va engager dans qu'est-ce qu'on appelle l'économie de fonctionnalité. Il va mettre sa machine de torréfaction à la disposition de n'importe quel client qui souhaiterait torréfier leur propre café. Au lieu d'avoir une quinzaine de machines à torréfaction à travers l'île de Montréal, ben ils vont toutes venir sur les lieux de torréfaction Québec et puis torréfier leur propre café. Et donc, des petits cafés qui souhaitent avoir une plus-value, qui souhaitent développer leur propre branding de café, avoir leur propre saveur, ben, sont capables de le faire en utilisant cette technique-là. Qu'est-ce que ça fait, plus côté environnemental? C'est qu'on rentabilise la machine à torréfaction. Ça veut dire qu'on est vraiment en train de la rentabiliser. Elle est tout le temps en fonction, au lieu justement d'en avoir 15 à travers l'île de Montréal, qui est en fonction environ 30% du temps. Maxime, le président de Torréfaction Québec, il a ça dans le sang. Lui, il entretient la machine au fur et à mesure de son utilisation. Et donc, on est toujours en train de sauver, là, est toujours bien utilisé, encore une fois, vis-à-vis quelqu'un qui l'entretiendrait peut-être un peu moins bien, puis qu'il faudrait qu'il la change plus souvent. Donc, on embarque là-dedans. Également, tous ces résidus ou la plupart de ces résidus vont être utilisés soit à la fabrication de compost sur place, soit pour faire pousser des champignons. Donc, il n'y a même pas trop de production de résidus, là. OK. Fait que j'imagine qu'ils doivent sortir du café qui est beaucoup meilleur que celui du Tim Hortons, par exemple. Ah, ça n'a pas d'allure, là. Nous, excusez, on est quand même dans un bâtiment industriel, là. Désolé, il y a un peu de manutention qui se passe dans l'arrière-plan, là. Mais oui, définitivement que le café de torréfaction au Québec, en plus, nous, on y est sur place, là. Fait que c'est clair qu'on boit pas du café de Tim ici. C'est excellent, là. Puis il est capable de faire n'importe quoi, là, au niveau des torréfactions, là. C'est vraiment... Il est capable de nous faire quelque chose sur mesure, là, qui est quand même très intéressant, là. Il y a eu un projet, là, à ma connaissance, qui n'a pas commercialisé, mais il y a eu un projet qui a élevé, il a fait torréfier du café à l'intérieur de fûts de Bourbon pendant une période de 2 à 3 mois. Mais le résultat de ça, bon, c'est pas un café qu'on boit le matin parce que ça sent très fort le Bourbon, mais comme un digestif sans alcool, c'était excellent, là. C'était absolument excellent, là. Avec le dessert, là, c'était excellent. Puis même, tu peux rajouter un peu d'alcool dedans, puis c'est genre quelque chose de super magique. Fait que, tu sais, c'est quelqu'un qui expérimente vraiment avec le concept de la torréfaction, là. C'est pas de la torréfaction traditionnelle dans le sens du terme, là. Il y en a qui ont commencé aussi à faire ça avec le sirop d'érable. Ils laissent vieillir du sirop d'érable dans des barils de Bourbon. Puis, exact. Mon père avait fait un voyage au Vermont, puis je savais qu'il s'en faisait là-bas, mais ici, c'était vraiment méconnu, je te dirais. J'ai demandé ça à mon père. Il dit, mais que t'ailles là-bas, essaie de trouver ça. Puis, effectivement, il y a un petit goût de Bourbon là, dans le sirop, là. C'est écœurant, là. C'est... ça améliore les crêpes là, au déjeuner, là. C'est bon. J'ai goûté également. Là, il commence à avoir quelques producteurs au Québec là, qui proposent... Ouais, c'est ça, mais c'est vraiment un marché niche. Ça se vend pas mal plus cher, mais tu sais, c'est encore juste du sirop d'érable, là. Oui. Puis la cidrerie, c'est un peu... Du cidre, c'est un peu comme ce qu'ils font. Je sais pas si tu as écouté la série à Télé-Québec, là, un chef à cabane. Il est arrondi avec un verger, puis ils font du cidre. Ouais. Ouais, mais là, il y a encore une fois une petite particularité, plusieurs particularités avec cette cidrerie-là. Donc, Cidre Sauvageon produit le verger, comme j'avais dit, c'est l'ancienne, qu'est-ce qui était anciennement le Ruban Bleu situé à Mercier. Ils ont des centaines ils ont 3000 arbres dans le verger, 3000 arbres que ce soit des poiriers, des pommiers,
Ils ont des cerisiers, ils ont des coinciers, ils ont des pruniers, ils ont vraiment une bonne diversité, mais ils ont quelque chose comme 250 à 300 différentes variétés d'arbres. L'ancien propriétaire, c'était un passionné d'arbres fruitiers. Et donc, il avait un peu parcouru l'Amérique du Nord au complet, puis il avait ramené des boutures d'espèces un peu plus sauvages. Il avait ramené des sauvageons. Et il a bouturé ça dans son verger. Et donc, ça fait des cidres fermiers qui est absolument unique dans un marché qui est en train de se saturer de plus en plus. Et donc, ça fait vraiment des cidres très, très, très particuliers. Au lieu de proposer ça là, comme juste les pommes prêtes à manger ou à manger straight de même, cette année, si je me trompe pas, ils font 17 différentes cuvées là, de cidre avec ces pommes-là, que ce soit des pommes poire coin, des pommettes. Ils font vraiment une grande panoplie pour vraiment tous les goûts. Là. Sont en train d'expérimenter. Je veux pas m'avancer, là, je sais pas si ça va être commercialisé, mais ils sont en train de s'avancer avec un cidre aux champignons. Avec avec les champignons issus de nos producteurs de champignons. Ça donne quelque chose d'excellent. J'ai goûté, puis on est... ça goûte pas le champignon, mais ça goûte un petit peu le sous-bois. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans un cabernet franc dans le vin ou un pinot noir qui a été élevé, un peu vieilli. Donc, ça donne quelque chose de hyper typé, hyper intéressant. Tabarouette, non, mais c'est capotant, là. C'est vrai. Un cidre à base de champignons. Ensuite, bon, tu me disais que vous aviez la plus grande vigne sur toit du monde, c'est ça? Oui, le plus grand vignoble sur toit au monde, exactement. C'est pas, il y a 225 pieds de vigne sur le toit présentement, et puis c'est tout transformé ici même sur place là par lieu commun, un vignoble aussi qui vient tout juste d'implanter 1 hectare de vigne à Oka. Et donc, non seulement c'est le plus grand vignoble sur toit au monde, mais c'est également une initiative en économie circulaire. Il y a un projet avec le laboratoire sur l'agriculture urbaine pour recycler le verre broyé. Donc, grosso modo, le projet, c'est de remplacer la partie du sable dans le terreau. Donc, chaque terreau est bâti à partir d'une base de limon, sable et d'argile. Mais là, c'est remplacer la proportion de sable par du verre broyé finement récupéré. Et donc, juste pour les vignes qu'on a sur le toit, si je me trompe pas, là, c'est environ 15 000 bouteilles de verre broyé qui a été utilisé. On parle là de plus d'1 tonne là, de verre broyé qui a été pendu, qui a été utilisé pour constituer le terreau. Fait que là, toutes les vignes sont dans des pots. Fait que c'est pas de la terre que vous avez étendue sur le toit pour planter là-dedans. Là. Non. Ça, je pense pas que le propriétaire aurait été bien joyeux d'avoir de la grosse racine de même qui sangle dans son goudron et dans sa toiture. Là. Parce que s'il y a de quoi, tu peux déplacer les plants. C'est ça qui est l'avantage. C'est l'avantage, c'est mobile. L'hiver, est-ce qu'il reste dehors? J'imagine que oui. Ils restent dehors, sont couverts un petit peu, mais le bâtiment n'est pas hermétique à 100%, donc il y a tout le temps de l'évacuation de chaleur. Et donc ça va aider ou faciliter énormément là, la conservation des vignes à l'année longue à l'extérieur, parce qu'on est capable d'aller chercher une température intéressante, là, même en hiver. À l'extérieur, là, les vignerons puis les autres légumes que tu fais pousser, c'est en hauteur. Il n'a pas, tu sais, c'est un toit, c'est pas trop enveloppé de d'autres cultures. Côté ravageur de culture, j'imagine que ça doit être assez tranquille. Ou tu peux avoir quand même, c'est sûr, les oiseaux, oui, mais je parle surtout d'insectes là, qui pourraient être nuisibles. Là. Ben oui puis non. Donc, ça dépend tout le temps des procédures. La plupart du temps, c'est nous qui va apporter ces ravageurs-là sur place. On était à terre, il y a un altise, il y a un puceron qui va s'accrocher à nous, des whiteflies en s'appuyant sur une autre culture.
Fait que c'est plutôt nous qui va apporter les ravageurs. Mais il y en a vraiment pas beaucoup. Tu sais, on va recenser. Du scarabée japonais, ça vole, il y a du vent, il y a bien du vent ici. Fait que ça se rend. Mais c'est tout le temps gérable. On n'a pas besoin de traiter pour ces ravageurs-là. Pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a eu aucun traitement d'insecticide là, pour les ravageurs. En plus, on est quand même sur un toit qui serait théoriquement un 4e étage. Là. Donc, des oiseaux, c'est pas tant un problème. Écureuils, ça se rend pas, contrairement à toutes les autres personnes qui cultivent à Montréal. Les guêpes, ça peut être un problème pour tout ce qui est fruitier, autant les fraises que les raisins. Il en faut très peu pour en faire bien du dommage. Qu'est-ce que les guêpes vont faire? Parce qu'habituellement, les guêpes, c'est plus un prédateur. Ouais, mais il y a tout le temps des guêpes qui vont manger bien des raisins puis bien des fraises. OK. Quand ils sont un peu en surmaturité, là. Mais sinon, on a quand même des problèmes de mildiou puis de blanc. Donc, normalement, les maladies les plus courantes, là, la première année, en temps normal, on va être indemne, mais dès l'année 2, elle va être sur place, là, que ce soit du blanc, du mildiou, que ce soit de l'anthracnose, de l'érinose. Là, mais c'est tout gérable là, quand même. T'sais, on a fait l'an dernier, je vais parler de l'an dernier parce que c'est plus moi qui gérais le vignoble l'an dernier. Cette année, j'étais un peu plus détaché. Mais l'an dernier, sur l'ensemble des sites où est-ce qu'il y a des vignobles sur toit, on a fait 4 traitements dans l'année. Là. C'est strictement rien. Puis c'était du burane, fait que c'était de l'essence d'ail là, qu'on avait pendu. On a fait un soufre en tout début de saison avant que les bourgeons sortent. Puis sinon, c'est 3 traitements de burane. Il n'y a pas grand-chose. Là. La pression de maladie n'est pas incroyablement forte. Là. Du burane, c'est un jus d'ail, t'as dit? Oui, c'est une extraction d'essence d'ail. Okay. C'est un concentré d'ail, finalement. Ouais. OK, non, je ne connaissais pas ça. Donc, dans le fond, c'est un produit biologique, dans le fond. Oui, c'est un produit phytopharmaceutique. C'est un biopesticide. Là. Dans vos productions, est-ce que vous êtes certifié biologique ou non? Pour l'instant, on n'a aucune production biologique pour plusieurs raisons. Le coût déjà de la certification est assez important. Ouais, pour c'est x15, autant de membres que ça. La certification biologique n'est pas accessible pour les producteurs en hydroponie. On a besoin d'avoir une surface de sol. Puis également là, pour la production de champignons, je pense quand même qu'il y a étant donné qu'on utilise de la matière résiduelle, il y a quand même des enjeux de traçabilité au niveau de la matière résiduelle qu'on utilise, étant donné que ça va être des déchets d'un autre. D'ailleurs, la traçabilité, c'est un peu plus compliqué de prouver que c'est issu ou c'est d'origine bio, surtout quand c'est du bois, de la ripe de bois pour des granules de bois pour la production de champignons. Il n'y a pas vraiment de granule de bois qui est certifié biologique. Là. Mais bon, on est capable d'obtenir des dérogations, mais non, présentement, on n'a pas de certification bio. On est en train de travailler, par contre, avec le laboratoire sur l'agriculture urbaine puis l'UQAM d'un terme valorisant. Donc, un terme valorisant, produit issu de l'agriculture urbaine, produit urbain. On est en train de... On a démarré là. Produit sans pesticides. Mais tu sais, il n'est pas bio. Oui, on pourrait. C'est... Exactement. On pourrait dire utiliser des termes comme ça, mais malheureusement, le terme bio qui est protégé par la carte EV, là, on n'a pas de membres présentement là, qui utilisent le terme. OK. Ensuite, bon, tu as des fines herbes. Ça se produit dans des petits pots. Il y en vend même à l'épicerie des pots de fines herbes. Fait que c'est pas si pire. Exact. Des micro-pousses. Je me souviens, disons, on remonte à loin, là. J'avais une tante qui nous faisait ça. C'était des micro-pousses de luzerne qui nous faisaient manger ça. Je veux dire, quand j'allais passer une semaine avec mes cousins chez eux. Mais là, on dirait que je pas... Il me semble à l'épicerie, j'en voyais pas bien. Mais là, j'ai un de mes amis qui est en train de se lancer là-dedans. Puis à l'épicerie, j'en ai pas revu. C'est quelque chose, là, les micro-pousses, il faut que ça reste humide. Donc, qui dit humidité, dit pourriture assez rapide.
Oui, en effet. Donc, nos producteurs de micro-pousses passent par des canaux très courts. Donc, souvent, ça va être dans des marchés publics de Montréal, soit Jean Talon, les marchés antiques, Cartierville, Atwater, tout ça. Il y a plusieurs canaux là où les canaux de la restauration est incroyablement bien développés aussi pour les micro-pousses, pour ajouter de la couleur, rajouter du goût. Ça a quand même plusieurs bénéfices. Mais c'est sûr que la commercialisation en détail est toujours un challenge. C'est toujours un défi. Donc, on va prioriser les circuits très courts, hyper courts. Donc, directement de nous à consommateurs pour tout ce qui est micro-pouces. Parce qu'en effet, comme tu dis, c'est pas un produit qui va demeurer 2 semaines dans ton fridge. Non, c'est ça. Ça pousse pas dans le vinaigre pour la conservation, là. Non, exactement. Les poissons, vas-tu avoir plusieurs sortes de poissons ou une? Non, il va y avoir une seule sorte de poisson, l'omble chevalier. Au niveau de la réglementation, il faut absolument prendre un poisson qui est indigène au Québec. Et puis, l'omble chevalier, c'est un poisson qui se commercialise très bien, qui se vend très bien, qui est peut-être pas aussi sensible à certaines maladies que d'autres élevages. Donc, le groupe Opercule ont misé sur l'omble chevalier là, pour la pisciculture. Le groupe Opercule. Ouais. Ensuite, la farine de malt. Ça, j'ai écouté un podcast, si je me souviens bien, de quelqu'un justement qui parlait de la farine de malt. Donc, après ça, il faisait des biscuits avec ça. Je ne sais pas si c'est eux autres, là, j'ai pas. Parce que tu viens de m'apprendre qu'il y avait de la farine de malt. Mais souvent, la farine, le malt est comme pas déjà en farine, mais ça, c'est déjà broyé, ça. Fait que de ne pas avoir grand-chose à faire pour le transformer en farine, mais ça va rien que le faire valoriser autrement là, pour le mettre dans l'alimentation humaine, parce que souvent, des maltes de la drèche, de la drèche, voilà. Là, attends un petit peu, je suis en train de me mêler, moi, là. La farine de drèche, c'est vraiment en utilisant le résidu résidu brassicole pour le revaloriser. Au lieu que ça aille à Montréal, en région, c'est plus facile d'envoyer tes drèches à des fermes porcines, des fermes avicoles. C'est quand même très, très, très riche en protéines. C'est très riche nutritivement. Mais à Montréal, c'est beaucoup plus difficile de se débarrasser de cette drèche-là. Fait que souvent, ça va être un Sanivac qui va venir récupérer ça. Ça va être des groupes, ça va partir soit au compost, soit dans des sites d'enfouissement. Fait que la coop Boomerang, les promoteurs ont opté sur la déshydratation de la drèche et ensuite le repasser dans un moulin pour ensuite en faire du pain, des craquelins. C'est pas eux qui font la transformation. Eux, ils vendent la farine, mais ils vont les vendre à des boulangeries, même des microbrasseries qui vont réutiliser leur propre drèche finalement pour faire des apéros, n'importe quoi. Là. Fait qu'on est vraiment dans l'économie circulaire pure et dure là, ici. OK. Bon, c'est beau. Ensuite de ça, tu as une semencière avec elle va produire des semences, mettons, pour les cultures que vous faites pousser sur le toit? Présentement, non. On utilise certaines de ces semences là pour le toit, mais puis également pour certains projets à l'intérieur. On utilise plusieurs semencières là pour nos projets de recherche. Souvent, la ferme sur le toit est également une ferme de recherche. Fait que souvent, on est limité avec les semences qu'on doit utiliser pour avoir une réplicabilité. Donc, notre semencière, elle a son champ à l'île Bizarre et toute la partie déshydratation, ensachetage, séparation, vente logistique va se passer ici même à la centrale agricole. OK. Au lieu de prendre un local ou le garage de la maison. Exactement. Avant, c'était dans le sous-sol de la maison, en effet. Ta Promise a quand même une belle particularité que elle, c'est une semencière qui œuvre dans la conservation de variétés patrimoniales, ancestrales, plus rares pour vraiment faire de la conservation génétique. C'est super, super intéressant ce qu'elle fait également. Good.
est-ce que vous avez un site web où ce qu'on peut acheter de vos produits? Donc, c'est dans les plans. Présentement, on manque un peu de ressources humaines pour déployer la boutique en ligne. Fait que oui, c'était dans notre plan de déployer une boutique en ligne au courant de l'année 2022. Là. OK. Parce que je regarde à ça, mettons, comme soit du café ou la cidrerie, ça ferait des belles idées cadeaux là, à l'approche des fêtes. Ouais. Complément. Mais quand on reçoit des demandes, justement, à la centrale, ben, on redirige directement à nos membres. Donc, puis ces membres-là, justement, ben, encore une fois, la possibilité de faire des partenariats est d'autant plus grande quand on partage les mêmes locaux. Ben, notre cidrerie avec notre torréfacteur pourrait, théoriquement, là, se mettre ensemble puis faire un bel emballage cadeau puis vendre ça dans le corporatif et ou directement à la clientèle. Là. Fait qu'il y a plusieurs initiatives de même qui facilitent le démarchage, qui facilite la distribution, le marketing, communication. C'est vraiment un réseau. Là, la coopérative agit vraiment comme un énorme réseau. Là. Dernière question, Kevin. Toi, as-tu une ferme qui est membre de la coop? J'ai une ferme qui n'est pas membre de la coop. Elle n'est pas membre de la coop? J'ai une ferme plus dans le mode traditionnel, à campagne. Ah oui? Tu fais des vignes ou d'autres choses? Non. Ben, ça fait pas longtemps, là. Donc, j'ai une ferme située à l'Essed, là, juste à l'extérieur de Vaudreuil-Dorion, dans Montérégie-Ouest. Puis, éventuellement, j'aimerais ça installer un peu de vigne, mais c'est une ancienne ferme équestre qu'on a racheté, ma conjointe et moi. Puis, mon but, c'est vraiment de replanter des arbres. Moi, mon gros dada, c'est moins des cultures annuelles, c'est vraiment des cultures vivaces, donc vraiment des fruitiers. Quand on fait les démarches en certification biologique, donc notre but, là, notre souhait, ça serait de produire des pommes bio, des poires bio, des prunes bio. On est dans le sud du Québec, fait que j'aimerais ça m'implanter peut-être quelques abricots là, avec le réchauffement climatique. Peut-être qu'on va être capable de faire pousser des abricots, des abricotiers, des framboises. C'est vraiment dans les fruits, il y a une demande incroyablement forte pour des fruits biologiques qu'on n'est pas capable de répondre présentement là, avec donc moi c'est plus ça là, qui me fascine. Non, ben les fruits biologiques, j'en avais eu un dans mon podcast. Lui, il faisait des légumes bio, mais les fraises, les framboises, ne l'étaient pas parce que c'est très, très, très sensible aux maladies. Là. C'est un peu le défi. Incroyablement sensible aux maladies. Fait que, à moins que tu en ailles vraiment pas gros et tu aies le temps d'aller arracher des moisissures, mais sinon, là, c'est... T'auras plus le temps d'avoir ton job en centrale agricole si tu fais ça, je pense. Ouais, ben là pour l'instant, là, ça demeure un projet plus à petite échelle. Là. C'est un secteur de terre. Pour l'instant, là, ma priorité, c'est vraiment la centrale agricole développée ici, puis on va voir ensuite. Là. C'est vraiment plus un hobby farm, là, mais que j'aimerais quand même développer. Good. Hey, Kevin, je te remercie énormément. J'ai appris beaucoup de choses là, sur les insectes. Puis écoute, félicitations pour tout le projet. C'était, ma foi, très, très, très valorisant tout ce que vous faites. Là. Écoute, moi, ça m'a... Je suis pas dans l'agriculture urbaine, je connais rien là-dedans. Mais oui, il y a un marché pour ça. On le dénigre pas pour autant. Puis, merci beaucoup. Merci, écoute. C'était très intéressant. Ça fait vraiment plaisir, là. Puis, la coopérative, là, est juste aussi forte que ses membres, là. Fait que c'est vraiment les membres qui rendent le truc aussi épatant que celle-là. C'est à travers leur synergie, leur partenariat, leurs initiatives, là, que ça devient... que je souhaite que ça devienne une très belle institution, là, qu'on devienne vraiment chef de file en termes d'agriculture urbaine. Là. Bon, ben c'est bien parfait. Donc, je vous remercie. Merci à Kevin encore une fois. Puis, merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin. Et puis, vous pouvez aller visiter la page Facebook La Centrale Agricole. Puis, ils ont même un site web qui s'appelle centrale.coop. Donc, sur ça, je vous remercie beaucoup. Salut!